Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. Le chef de file de l'opposition malienne Soumaïla Cissé rejette les résultats de l'élection présidentielle à travers une manifestation ce samedi. La coalition de l'opposition annonce avoir déposé un recours devant la Cour constitutionnelle. Dauphin du président sortant Joseph Kabila, c'est un candidat indépendant qu'Emmanuel Ramazani Shadary se présente à la présidentielle en République démocratique du Congo. L'ancien ministre de l'Intérieur n'exerce pas en effet la présidence du PPRD, le parti au pouvoir. Et au Kenya, l'assainissement des berges du fleuve de Nairobi passe par une série de démolitions. Si pour les autorités, la manœuvre vise à restaurer les zones dites tampons pour protéger les espaces humides, la décision ne fait pas l'unanimité. Crédité de 32,83% face au président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, déclaré vainqueur avec 67,17% des suffrages, Soumaïla Cissé rejette cette victoire. Dans une manifestation organisée ce samedi à Bamako, la capitale, ses partisans dénoncent des fraudes électorales. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Les partisans de Soumaïla Cissé sont descendus dans la rue ce samedi 18 août à Bamako. Objectif, rejeter les résultats du ministère de l'administration territoriale, donnant leur champion perdant. Les marcheurs ont tout au long du parcours, de la place de la Liberté à la Bourse du Travail, dénoncé les bourrages d'urnes et l'achat de conscience. Nous refusons la magouille. Tout ce que nous avons dit à votre nom, tout ce que nous avons pointé du doigt, nous a donné raison. Regardez les résultats des bureaux de vote proclamés par le gouvernement. Comparez-les aux résultats de vos bureaux de vote. Vous verrez que ce ne sont pas les mêmes résultats. Le parti de Soumaïla Cissé entend résister pour que sa victoire lui soit restituée. Il compte user de toutes les voies légales prévues par la constitution malienne. Les résultats qui reflètent le vote réel des Maliens semblent être détournés. Et ça, c'est quelque chose, en tant que démocrate, que nous ne pouvons accepter. Dans les bureaux de vote, on dit qu'on ne doit pas dépasser 500 personnes. On est dans les bureaux de vote avec 800 personnes, 700, 500, quelque part. Voulez-vous qu'on accepte ces résultats-là ? En attendant le verdict de la Cour constitutionnelle où des recours ont été déposés, des médiations seraient en cours pour convaincre Soumaïla Cissé à reconnaître le verdict. Médiation qu'il rejette d'ores et déjà. En République démocratique du Congo, 25 candidats ont officiellement déposé leur dossier de candidature à la CENI pour l'élection présidentielle. Parmi eux, Emmanuel Ramazani Shadary, pourtant dauphin du président sortant Joseph Kabila. C'est en tant qu'indépendant qu'il a déposé sa candidature car n'exerçant pas la présidence du PPRD, parti de la majorité au pouvoir. Reportage de notre correspondant Chaka Mboka. Désigné candidat à la présidentielle du 23 décembre, c'est en indépendant que Emmanuel Ramazani Shadary se présente à la course. Pourtant, le dauphin du président Joseph Kabila est le secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, principal parti de la coalition au pouvoir. D'ailleurs, candidature FCC, étant donné que nous n'étions pas encore inscrits sur les tables de l'administration publique, notre candidat a dû se présenter comme un indépendant. La coalition étant née après que les regroupements aient été identifiés, nous l'avons donc présenté de cette manière-là. La candidature de l'ancien vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité alimente le débat politique congolais. Pour les cadres du Front commun pour le Congo, il faudra plutôt saluer la promesse du respect de la Constitution tenue par le chef de l'État. Il a conformé la gestion du pays à cette Constitution. Et les derniers gestes en date, c'est celui d'avoir déféré à l'exigence du respect des 2 mandats qui lui étaient reconnus par la Constitution. La publication des candidats retenus par la Commission électorale nationale indépendante est programmée le 25 août. Le Front commun pour le Congo entend donc porter Emmanuel Ramazani Shadary à la tête de l'État pour succéder à Joseph Kabila. La pollution, obstruction et inondation sur la voie navigable sont depuis des décennies des faits communs dans la capitale kenyane Nairobi, des phénomènes auxquels le gouvernement entend mettre fin grâce à une série de démolitions à proximité des rives du fleuve Nairobi, mais cette décision ne fait pas l'unanimité. Les précisions de Nelly Claude Bessa.
Dans le processus d'assainissement du fleuve Nairobi, le gouvernement kényan s'est engagé dans une campagne de démolition. Entamée ce mois d'août 2018, les bulldozers ont commencé à raser les constructions de bâtiments qui obstruaient les voies navigables du fleuve, causant ainsi la pollution dans la capitale. 2 centres haut de gamme ont déjà été détruits au détriment de leurs propriétaires. Le gouvernement fait du bon travail pour mettre un terme à l'impunité qui règne dans le pays. Selon moi, c'est une perte, mais encore une fois, à part égale. Je peux dire que c'est un bon choix. L'effort du gouvernement a été acclamé par une frange de la population. Les critiques, quant à eux, évitent que l'opération soit dangereuse et sollicitent plus de vigilance auprès des législateurs afin que le peuple ne soit plus consterné par les démolitions. Ceux qui construisent doivent être en mesure de construire des bâtiments légaux et reconnus. Les responsables de l'autorité nationale de gestion de l'environnement doivent évaluer et approuver le site afin d'éviter que les gens occupent les bâtiments et ne soient expulsés plus tard. L'Agence nationale de la construction a déclaré dans un communiqué en mars 2018 que 228 bâtiments à échelle nationale sur les rives du fleuve ont été classés comme dangereux. Charte pour la pratique des cultes endogènes et code de déontologie des praticiens des cultes endogènes au Bénin. Ce sont les 2 documents que le Conseil national des cultes endogènes a mis à la disposition de ses membres. Le CONACEP s'engage ainsi à assainir les pratiques pour faire rayonner le Bénin à travers le vaudou. Reportage de notre correspondant Lefty Ono, commenté par Deoracia Spodo. Après la conférence des forces vives des acteurs des cultes endogènes tenue en mai 2018, les praticiens et dignitaires des 10 cultes au Bénin ont décidé de réhabiliter et de sauvegarder les valeurs ancestrales de leur corporation entachées par des crimes de sang souvent décriés. Réunis au sein du Conseil national des cultes endogènes du Bénin, CONACEP, les dignitaires des religions traditionnelles ont vulgarisé le code de déontologie et la charte des praticiens des cultes endogènes. Il y a aussi les dispositions en matière d'exercice de cultes endogènes pour éviter les arnaques, les supercheries et même la prestidigitation, c'est interdit par le code désormais. Toute chose pour protéger et la population et nos valeurs ancestrales afin que ça ne soit plus profané. Dans ces dispositions, la charte prévoit les engagements des praticiens, les conditions d'exercice et de pratique des cultes endogènes. Le code de déontologie des praticiens de ces cultes prévoit des sanctions disciplinaires et pénales. Il sera exécuté comme texte d'autorégulation. Les praticiens de vaudou ont leur déontologie, ils ont leur code par rapport à leur couvent et autres. Mais étant entendu que nous sommes dans un pays laïque, il a fallu que les thèses qui gouvernent, ne serait-ce que nous composants de la cité par rapport au public, soient connues. Et si ça devrait être élevé au niveau supra, finalement, ce sera la représentation nationale qui aura à voter ces textes-là. Le CONACEP entend contribuer à la légifération pour l'adoption d'une loi qui encadre le secteur. Vous l'aurez reconnu, c'est un sujet commenté par Cheikh Omar Bandaogo. À la page sport, pénalisé par son évolution lors du dernier mondial de football, le Maroc chute à la 46e place du classement du Fédération internationale de football. Bien que 5e nation du football à l'échelle continentale, l'élimination du Royaume au premier tour du mondial lui a fait perdre 5 places. Les détails avec Sharon Kamara. La Coupe du monde de football 2018 aura eu un impact négatif sur les Lions de l'Atlas. À l'issue du tournoi international où elle a été éliminée du premier coup, l'équipe marocaine de football a perdu 5 places dans le classement FIFA, passant ainsi de la 41e à la 46e place. Sur le continent africain, le Royaume chérifien occupe la 5e place, derrière la Tunisie et le Sénégal, 24e ex-aequo, la République du Congo, 37e et le Ghana, 45e. Le classement FIFA, c'est important parce que c'est ce qui détermine pour les compétitions internationales le fait qu'on va se retrouver dans le chapeau numéro 1, chapeau numéro 2, chapeau numéro 3 et aussi pour les tirages au sort. Donc pour toutes les compétitions, quand on n'est pas le pays organisateur, on tient compte du classement FIFA. Il ne s'agit pourtant pas du pire score du Maroc. En 2014, le Royaume avait dégringolé à la 81e place. Le meilleur classement a eu lieu en 1998 où il occupait la 13e place. Le Maroc a pourtant remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 1976 et a participé à la Coupe du Monde à 5 reprises. Globalement, il faut une bonne Coupe du Monde. Après, ils n'ont pas passé le premier tour, mais aucune équipe africaine n'a passé le premier tour. 5 places, c'est pas dramatique. Une fois de plus, c'est la perception qu'on auront
le public marocain, mais surtout la fédération. Malgré cette chute dans le classement, le Maroc a de grandes ambitions dans le football. Le royaume chérifien avait posé sa candidature pour l'organisation du Mondial 2026. Le trio États-Unis, Mexique et Canada l'a finalement remporté, mais le royaume chérifien pourrait retenter sa chance en 2030. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.